Maintenant que l'enregistrement a commencé, je vais pouvoir vous donner quelques informations sur le programme de ce webinaire. Nous allons avoir tout d'abord la présentation de Uli Burgui, qui est responsable du secrétariat EDUCA, qui va vous présenter la nouvelle norme. Nous aurons après Madame Solange Dunant, qui est auditrice à SGS, qui va vous donner aussi sa vision de cette nouvelle norme et des exemples concrets. Et nous aurons un témoignage de Madame Elchimide qui a participé à un pilote, qui a donc fait le pilote de la nouvelle norme au sein de son entreprise. Donc, après ces trois présentations, il y aura un moment d'échange. Vous pourrez aussi poser des questions de fond. Et vous aurez l'occasion, après chaque présentation, dans le cadre du chat, de poser des questions de compréhension sur la présentation. Mais il ne faut pas oublier, donc, qu'il y aura après ce moment qui sera consacré à toutes vos questions. Donc, ça serait aussi bien peut-être de les prendre en note et puis d'avoir aussi cette discussion à la fin, quand vous aurez eu peut-être les informations complètes. Donc, sans perdre de temps, je passe la parole à Uli pour commencer ce webinaire. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet événement. Le grand intérêt pour la norme révisée nous fait un grand plaisir. Et moi, comme responsable du secrétariat EDUCA, j'aurai le plaisir de vous présenter les nouveautés et les avantages de la nouvelle norme. Moi, je travaille depuis 3 ans maintenant à la FSUA et j'ai aussi dirigé le projet de la révision. Et avant, j'étais responsable de la formation dans une institution qui fait la formation des formateurs et des formatrices. Et j'étais aussi responsable de qualité. Alors maintenant, j'ai changé le côté et je suis très content d'avoir les discussions aujourd'hui avec vous qui sont dans qui êtes dans les institutions de formation continue. Voilà, je vais vous faire montrer ma présentation. Voilà. Quelques mots sur le contenu. On va tout de suite commencer avec les règles de transition qui sont très importantes pour, je pense, tout le monde. Après, je vais vous dire quelques mots sur les objectifs de cette révision. Et après, on passe à la norme. Ça sera le point plus important de la structure nouvelle et surtout sur les deux boucles de qualité ou sur les deux plans importants. C'est le plan de la direction et du management de la qualité et le plan des offres de formation et des processus d'apprentissage. Vers la fin, on donnera aussi les informations sur les nouveautés dans la procédure de certification. Et on va vous informer sur les résultats qu'on a fait sur la perméabilité envers les labels de qualité pertinents en Suisse. Ça, c'était aussi un but très important de cette révision. Alors, je vais tout de suite commencer avec les règles de transition et aussi les possibilités de passage que vous avez si vous êtes responsable ou bien si vous venez d'une institution déjà certifiée ou bien si vous voulez vous certifier durant cette année, par exemple. Il faut dire que la recertification sur la nouvelle norme sera possible dès que les instances de certification auront reçu l'accréditation du SRS. On a défini ces règles de transition avec le SAS, le service d'accréditation suisse, et avec les instances de certification qui sont responsables pour EDUCA. Et eux, ils doivent se accréditer pour la nouvelle norme. Maintenant, on peut dire avec toute prudence que vers l'été, vers fin juin, juillet, août, on aura toutes les instances de certification auront probablement l'accréditation. Je suis assez optimiste, mais je ne peux pas donner des garanties sur ce point. Alors, après l'été,
on pourra faire la recertification selon la nouvelle norme. Mais dans toute la durée de cette année, on peut encore se recertifier selon l'ancienne norme EDUQUA de 2012. Et les certificats EDUQUA 2012 restent valables jusqu'à la fin du juin 2025. Comme ça, vous n'aurez pas de perte de temps de certification. Je crois qu'avec ça, on a une règle assez faire et claire pour tout le monde, pour toutes les institutions de formation continue. Vous voyez aussi, il y a des diverses possibilités de passage pour tous les prestataires certifiés. On aura le passage habituel, ça sera qu'on fait la recertification à l'expiration du cycle de certification, par exemple en mois d'août, il y a quelque chose comme ça. Mais vous avez aussi la possibilité de faire une recertification anticipée si, par exemple, la recertification serait seulement l'année prochaine. Vous pouvez faire ça lors d'un audit intermédiaire qu'on augmente, qu'on fait plus large, où on regarde aussi les nouveaux critères et les nouvelles exigences de EDUQUA 2021. Là, il y a un nouveau cycle qui commence. Hein. Ça, c'est important. Il y a un nouveau cycle de 3 ans qui commence tout de suite. La dernière possibilité, c'est l'upgrade lors d'un audit intermédiaire durant le cycle de certification. Et là, on fera, j'ai dit un peu mal, là, on fera un audit intermédiaire plus grand, augmenté, tandis que dans la recertification anticipée, c'est une recertification. C'est vraiment un audit de certification. Voilà, ce sont les informations importantes et les possibilités. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur ce point-là, sur ces règles de transition? On pourrait répondre tout de suite. Bonjour. Oui, effectivement, j'ai une question. Quelle est la différence entre la recertification anticipée et l'upgrade? Je pense notamment à la différence en termes de questions qui sont posées entre la recertification anticipée. Oui, j'ai compris, mais et l'upgrade. Oui, très bien. Alors, j'essaye de le dire encore une fois un peu plus précisément. Si vous faites une recertification anticipée, vous arrêtez le cycle de certification que vous avez et vous faites un audit de recertification complet selon la nouvelle norme. Et tout de suite, on aura un nouveau cycle. Il faudra voir avec l'instance de certification comment on peut régler ça, du temps d'audit et aussi financièrement, c'est clair. Tandis qu'avec le upgrade, vous continuez avec le cycle de certification que vous avez, par exemple, jusqu'à, je ne sais pas, septembre 23, mais cette année, lors de l'audit intermédiaire, vous contrôlez aussi, on va aussi parler, vous allez aussi montrer les nouveaux critères et les nouvelles exigences EDUQUA 21 pour se recertifier, comme si vous voulez, tout de suite avec la nouvelle norme. Est-ce que j'étais clair? Là aussi, il faut voir toujours avec l'instance de certification comment on peut faire ça pratiquement avec toutes les questions de temps, tout ça, et la documentation, tout ça. Je vous remercie, oui, c'était très clair. Merci beaucoup. Bonjour, vous m'entendez? Oui. J'avais aussi une question juste par rapport, vous dites qu'on peut jusqu'en 2022 rester sur l'ancienne norme, parce que je me demandais ce que dans notre cas de figure, donc en octobre, on a eu le dernier audit de suivi, on change de prestataire pour cette année, donc c'est-à-dire qu'à partir d'octobre, on va avoir un nouveau contrat pour la norme EDUQUA. Est-ce que du coup, théoriquement, on pourrait renouveler avec encore l'ancienne norme alors? Oui. S'il y a peut-être des raisons pour faire ça, vous pouvez encore, dans cette année, jusqu'à la fin d'année, jusqu'au 31 décembre de cette année, vous pouvez vous recertifier selon l'ancienne norme. C'est vrai, c'est comme ça.
mais vous auriez une perte de temps sur le cycle de la certification parce qu'il reste valable seulement jusqu'au juin 25. Au mois d'octobre, ce seront 2-3 mois. Alors voilà, c'est possible, mais il faut regarder ça, il faut un peu décider ce qu'on veut. D'accord, ouais. Merci beaucoup. Très bien. S'il y a d'autres questions encore, on peut les traiter après. Je vais commencer maintenant avec les objectifs et un peu le processus de ce projet de révision. Vous voyez ici les phases diverses et les pas importants. Pour nous, pour commencer, c'était très important de baser cette révision sur les intérêts et les besoins de toutes les parties prenantes. On a fait des enquêtes auprès de toutes les parties prenantes et on a fait une analyse aussi des besoins. Et là, on a par exemple un but très important ou un besoin très important pour les pouvoirs publics, c'était d'améliorer le traitement des risques parce qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. Par exemple, hein, c'est un point concret qu'on avait. Après, on avait, sur la base du concept, on avait la préparation des documents en 2019 et 2020 avec des experts extérieurs et intérieurs. Et un pas très important aussi, c'était ce pilotage que Caroline a déjà mentionné, où MES Gestion a participé. Et on a vu avec 6 institutions, grandes, petites, de toute la Suisse, que la nouvelle norme peut fonctionner, qu'elle donne aussi des possibilités de nouveaux avantages, mais on a aussi vu ce qu'on avait encore à changer, à améliorer. Et en mois de décembre de l'année passée, on a pu publier la nouvelle norme après la validation, on pourrait dire, du SAS qui a fait une analyse de cette nouvelle norme selon les règles internationales, si les instances de certification peuvent être évitées. Voilà. Sur la base de ce processus, on a défini aussi les buts, les objectifs plus grands de cette révision. Vous voyez ici, on a surtout l'objectif global, c'est clair, aligner éducation sur l'avenir proche, ça c'est peut-être 5 ans, 10 ans. On a essayé de revoir toutes les tendances dans la formation continue et aussi dans la direction pour les intégrer, pour renouveler cette norme, pour actualiser cette norme. Après 10 ans, et c'est déjà nécessaire. Vous pouvez vous imaginer ce qui a changé dans les 2 années qu'on a eues maintenant passées. Voilà, il faut faire ça régulièrement. Et on a voulu soutenir l'assurance et le développement de qualité, l'efficacité du système de qualité pour les prestataires. Pour eux, par exemple, c'était très important d'avoir des regroupements de certains standards qui étaient pas très clairs, pas très précis, compliqués, hein, des thèmes, des sujets qui se répétaient. Ça, on a essayé de faire. Tandis que c'était aussi très important de prendre en compte les besoins des structures de soutien et des pouvoirs publics. J'ai déjà dit ce qui était important. Un autre point qui était très important, c'était de suivre les règles et les lois, par exemple, sur le plan de la sécurité des données et protection des données. Voilà, ce sont des élargissements de cette norme qu'on a fait. Et après, pour tout le monde, c'était aussi très important de positionner Eduqua comme standard de base en lien, en relation avec d'autres labels qui sont pour les offres ou bien pour une certaine branche. Eduqua est le label de qualité pour toutes les branches, tous les secteurs de la formation continue.
Voilà, ici, vous voyez aussi les nouveautés principales. On pense qu'on a vraiment obtenu une structure évidente. Avant, on a commencé avec les revendications sur les offres, sur les processus, un peu un mélange de divers plans. Maintenant, on commence avec la direction et le management de qualité. Je pense que c'est vraiment la base de tout. Et après, on a les revendications, les critères pour la formation, les offres de formation et les processus d'apprentissage. La partie direction management de la qualité a une plus grande importance et on a intégré ces tendances dont j'ai parlé déjà, de la numérisation et de la flexibilisation de la formation continue. Ça, c'était les buts très importants sur le plan du contenu des revendications, des exigences. Et on a maintenant une procédure qui est plus axée sur l'institution de formation continue et ses offres. Il n'y a plus une offre qui est toujours au centre pour chaque audit, aussi les audits intermédiaires qu'il faut présenter. Je vais en revenir sur ce point. Un changement grand aussi, c'est qu'on a maintenant 3 documents. Vous voyez, on a la norme de qualité. C'est le document plus important, si vous voulez, avec les exigences et toutes les boucles de qualité, tout ça, et aussi les bases de notre principe de qualité. Et tous nos principes sont fixés, sont formulés dans la première partie. Après, il y a la partie des exigences et des critères. Et on a un nouveau document séparé, le règlement de la procédure de certification, qui est plus précis, plus détaillé maintenant, où vous voyez tout, comment est réglée cette procédure. Après, on a un nouveau document, ce sont les directives. Ça, c'est un document de soutien pour les prestataires. Là, il y a les explications pour chaque critère, il y a les indicateurs qui peuvent montrer comment on peut atteindre les buts ou bien les exigences qui sont formulées. Ça, c'est très utile. Ça doit être un instrument très utile pour vous quand vous êtes en train de construire le système de qualité, mais aussi de préparer un audit. Quelques mots encore sur la structure, j'ai déjà dit quelques mots. Voilà, vous voyez, je prends une nouvelle parole, je parle des critères maintenant, il n'y a plus les standards, parce que le mot standard, ce n'est pas très clair, vous voyez. On parle d'un standard et on parle d'une norme complète, mais on parle aussi d'un standard qui était un critère, si vous voulez. On parle aussi d'un standard si on regarde comment on veut évaluer si on a atteint une exigence. Alors, vous voyez, ce n'est pas très clair. Alors, nous, on parle maintenant de 19 critères. On a réduit un peu les standards, il y avait 22. Et on a élargi les anciens critères. Maintenant, ce sont des principes. Il y a 8 principes. On a ajouté 2 principes. C'est le principe de l'infrastructure et de l'environnement de l'apprentissage et aussi un principe spécial pour l'évaluation et le développement, pour donner plus de poids à ce point qui est évidemment fondamental dans un label de qualité. Vous voyez, on a maintenant 2 boucles de qualité. Ce ne sont plus 3. Et je pense qu'avant, les 2 boucles de qualité concernant les offres de formation n'étaient pas très claires. On espère que maintenant, on a une boucle de qualité élargie sur la partie de la direction et le management et qui est aussi approché un peu à la structure des normes de système de management, des normes ISO. Mais ce n'est pas la même chose, mais on s'est approché. Et il y a la deuxième partie, le plan des offres de formation continue et les processus d'apprentissage, qui est un boucle de qualité intégré. Voilà.
les critères, c'est un peu moins d'informations, donc si vous voulez, plus concrètes, ce sont toujours les exigences essentielles pour nous. Il y aurait d'autres, mais les essentiels sont là. Et on a essayé de vraiment préciser les conditions et faire aussi des mots et toutes les mots techniques qu'on a utilisés. C'est actualiser, si vous voulez. Il y a deux sortes de preuves. Ça, on avait déjà avant. On avait une preuve avec qui était marquée plus faite en allemand, je ne sais pas en français. Maintenant, on a les preuves nécessaires et on a autres documents possibles. Alors, vous avez très clairement ce qui est vraiment la nécessité pour tous, et il y a d'autres possibles documents pour montrer comment vous avez développé votre management de qualité ou tel et tel instrument que vous avez encore. Les indicateurs, j'ai déjà dit, maintenant, ils ne sont plus sur la page du critère, mais dans la directive. Voilà, ça c'est un slide très important pour nous. Je pense qu'on peut montrer très bien la nouvelle orientation de cette norme révisée. Vous voyez, il y a 3 cercles, ou bien 4 cercles ici. C'est le cercle de l'orientation vers le contexte, l'extérieur, c'est clair, et de l'environnement. C'est très important que les organisations se orientent vers ce contexte, et aussi aux attentes des clientes et des clients, ou bien de toutes les parties prenantes. Ça, c'est le deuxième cercle. Et dans ce contenu, dans ce contexte, les institutions de formation continue ont eu leur direction, leur management de qualité, le personnel, ça c'est le plan de l'organisation, c'est le plan de l'institution, c'est le troisième cercle. Et dans l'intérieur, ça c'est vraiment le plan des offres de formation continue et aussi des processus d'apprentissage avec 4 principes, ou bien 5 si vous voulez. Les 4 principes sont de la conception jusqu'à la mise en œuvre, des situations concrètes de la formation continue, et aussi l'information et aussi l'infrastructure qui est nécessaire pour réaliser et préparer et concevoir les offres de formation. Ça, c'est le cercle d'intérieur. Et l'évaluation et le développement, évidemment, est important pour les deux cercles, soit l'organisation, soit le cercle de l'intérieur. Pour préciser un peu, ici, vous voyez le boucle de qualité élargie de la direction et du management de la qualité. Vous voyez ici, on a 4 principes de la direction, la gestion de la qualité du personnel et l'évaluation et le développement. Je l'ai déjà dit. Et vous voyez aussi qu'on a 6 critères pour le principe de la direction. J'en reviens tout de suite. On a au milieu dessous, on a au milieu le système de management de la qualité, c'est B. C'est aussi un principe, mais c'est aussi un critère. Ça, c'est vraiment au centre, c'est lié à beaucoup de critères aussi du principe A. Et puis, on a les deux principes, les 2 critères pour le principe personnel. Les exigences sont à peu près, ou bien au fond, les mêmes qu'on avait déjà sur le personnel. On n'a pas de changement. On les a actualisés un peu, mais ce sont au fond les mêmes. Et puis, les 3 critères du principe évaluation et développement. On a 3 nouveaux critères sur le plan de la direction. On a l'orientation contextuelle. Ça, c'est un nouveau critère spécial pour préciser le poids de ce contexte. Et on a un nouveau critère aussi pour la gestion des risques et des opportunités. Chaque institution de formation continue doit réfléchir sur les risques spécifiques qu'elle a et aussi sur les opportunités et de les évaluer et voir ce qu'elle peut faire pour minimiser les risques et pour vraiment utiliser ou bien prendre les opportunités qu'elle a.
Et puis, c'est évidemment très important, il y a un nouveau critère aussi sur la sécurité de l'information et la protection des données, la protection des personnes et aussi le pilotage des documents qui est maintenant dans un critère spécifique. Avec tout ça, on veut améliorer la durabilité de l'institution de formation continue. Je crois que c'est vraiment à l'intérêt de tout le monde, soit les parties prenantes, soit l'institution elle-même, que cette institution a la chance d'encore exister après 10 ans, parce que ça, c'est très important d'avoir une perspective aussi pour les participantes et les participants. Et on a essayé de trouver toujours un équilibre entre les besoins de contrôle, de qualité, et les situations pratiques qui sont très différentes. On a complètement des structures, des institutions, des offres complètement différentes, de petits jusqu'à très grands, de diverses branches, de sujets. C'est clair, là, il faut avoir une flexibilité des institutions de formation. On a essayé de trouver cet équilibre. Et on a aussi vu qu'il y a une grande diversité aussi dans les formes de travail et de l'organisation elle-même. Et là, on a aussi regardé qu'on peut avoir des structures agiles, si vous voulez, ou bien toujours orientées vers les processus, ou bien aussi mixtes. Ça, c'est peut-être la forme plus importante. On a beaucoup d'institutions qui sont hybrides, qui ont tous les deux formes. Voilà, ça c'est pour la direction. Maintenant, le plan des offres de formation continue et des processus d'apprentissage. Là, vous voyez, on a j'ai déjà dit, les 5 principes qui sont importants dans ce boucle. On a intégré ça dans un boucle de qualité, de la conception jusqu'à la mise en place des situations de formation ou d'apprentissage, si vous voulez. Et là aussi, naturellement, c'est le boucle de qualité avec les 3 critères de l'évaluation et du développement. Ça fait aussi part de ce plan des offres de formation. Peut-être pour montrer un peu l'orientation vers le futur proche, l'exemple de la numérisation de la formation continue. Ça, c'est un thème, je ne dois pas dire, tout le monde s'en est occupé les 2 ans passés. Et on a fait quelques changements pour vraiment intégrer ces changements dans les formes de formation. Le plus grand objectif, c'était d'intégrer toutes les possibilités, la diversité des formes des offres et aussi des formes d'apprentissage. C'est vraiment, on a tout ce qui est possible et qui peut-être aussi sensué pour une telle et telle formation. Alors, on a une diversité très grande. Les institutions doivent montrer pourquoi ils ont décidé de faire un séminaire en ligne ou bien blended, ou bien en présence, ou bien hybride, ou bien en mode comodal, comme on dit en Suisse romande. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de possibilités de faire, de didactique aussi, de concevoir les offres de formation. On a une nouvelle terminologie mise à jour. Comme on a toujours dit, il y a les formatrices et formateurs et il y a aussi les accompagnatrices et accompagnateurs d'apprentissage. Ils doivent avoir les mêmes qualifications. C'est toujours le certificat FSEA pour les formateurs, formatrices et accompagnatrices qui ont plus de 150 heures de contact avec des apprenants dans l'année. Là aussi, c'est un nouveau terme. On parle des heures de contact maintenant. Ça peut être en ligne, ça peut être en présence. Je pense que là, on a eu vraiment un changement. Ça aussi, on a intégré. Et on parle normalement des séquences d'apprentissage parce qu'on n'a plus seulement des cours, on a aussi des programmes, par exemple, d'apprentissage très individuels qui sont seulement accompagnés par une accompagnatrice ou un accompagnateur.
Et voilà, on a essayé d'intégrer les exigences spécifiques dans les critères individuels. On n'a pas fait des critères spécifiques pour le mode online, en ligne. Non, on a intégré là où on parle des méthodes. C'est clair qu'on parle aussi des méthodes ou bien des médias didactiques sur la base des nouvelles technologies. Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris ce que c'est l'accompagnateur de formation. Voilà, je reviens sur ce point. On a vu, j'ai parlé un peu des nouvelles formes de formation qu'on a, surtout les formes en ligne, mais aussi en présence. Il y a des formes très autonomes d'apprentissage. Par exemple, on a des programmes didactiques, du contenu, des contents, où on est en train d'apprendre très autonomement. Et là, il y a des gens qu'on peut demander de temps en temps où on est, qui font un contrôle peut-être aussi des travaux qu'on a dû faire. Ils ne sont pas des formateurs qui ont la tâche d'expliquer les contenus. Ça, c'est déjà sur le programme qu'on a, hein, sur la base des programmes du ordinateur. Et eux, ils font un accompagnement, si vous voulez, mais ils doivent avoir les mêmes compétences. Hein. Ce n'est pas qu'on dit, oh, eux sont seulement les accompagnateurs. Ils doivent savoir qu'est-ce qui c'est un processus d'apprentissage, comment on peut organiser ça, comment on peut concevoir ou bien mettre en place, réaliser ce processus d'apprentissage, comment on peut accompagner. Et là, on parle des accompagnatrices et des accompagnateurs. Là, seulement pour élargir un peu l'image des personnes, du personnel de la formation continue. Ça reste, ce sont les mêmes qualifications qui sont exigées et ça reste le même critère aussi. C'est un élargissement, je pense, du rôle qu'on a vu déjà longtemps, mais maintenant c'est plus clair encore. Oui, j'ai encore une question et après, j'aimerais bien continuer. Oui, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas. Il faut mettre le micro. Pardon, voilà, merci, désolé. J'ai l'habitude de désactiver le micro, c'est pour ça, merci. Du coup, je suis désolé, j'ai un peu 2-3 questions, mais je vais essayer de les poser en une seule, du coup. Le premier, c'est que, merci pour la réponse, mais elle augmente ma confusion parce que ce que vous dites sur un accompagnateur d'apprentissage, c'est un peu la définition pour nous d'un formateur. Du coup, je me demandais, est-ce que pour vous, un formateur, c'est un transmetteur de contenu? Non. Non, d'accord. Plutôt, on dirait un accompagnateur, c'est plutôt plus un transmetteur des contenus. Les formateurs, formatrices sont aussi des accompagnateurs. Et accompagnatrices, je suis d'accord avec vous. D'accord. Eux, ils ont aussi le devoir de transmettre du contenu. Voilà. D'accord, super intéressant. Je vous remercie. Mais c'est clair que ces deux rôles ne sont pas séparés, clairement. On est d'accord, vous me rassurez. Ok, d'accord, donc vous avez essayé d'élargir. Vous voulez élargir l'image des personnes, du personnel de la formation. Et le deuxième point, on a analogue, digital et blended. Est-ce que, alors digital, c'est du distanciel, je suppose. Encore pour moi, c'est pas la même chose parce que ça dépend si on parle de synchrone ou d'asynchrone. Et puis analogue, alors ça, je l'ai jamais croisé en français. Ça veut dire présentiel? Qu'est-ce que c'est que analogue? Oui. Analogue, c'est présentiel. Oui. Ok, d'accord. Oui. Analogue, ça veut dire avec une présence synchrone d'une personne de formation continue. D'accord, c'est un terme assez peu courant. Là, ce sera bien que les auditeurs puissent expliquer aux institutions. Très Super, bien. merci. Voilà, je propose, je vous vois, il y a encore des questions. Je propose maintenant de continuer déjà et noter les questions dans le chat et on en revient après quand on a le temps de discussion. Comme ça, on a toutes les informations et après, on pourra discuter encore. C'est bon? J'espère que vous comprenez ce mode, que vous êtes d'accord. Alors, on a aussi, très important, une orientation vers les compétences, mais
les autres offres de formation, comme les offres de culture dans le secteur de la culture, ou bien les offres qui sont orientées vers les objectifs d'apprentissage, ça c'est toujours aussi possible. On a toujours la diversité aussi dans les conceptions qui est possible. Et on a une certaine compréhension sous-jacente de l'apprentissage. On parle d'un apprentissage qui est toujours un processus subjectif et qui doit être accompagné, je suis d'accord sur ce point-là, et les accompagnateurs, accompagnatrices et les formateurs, formatrices sont, si vous voulez, des facilitateurs qui facilitent les processus d'apprentissage. Ça, c'est notre compréhension de l'apprentissage. Je passe à la procédure de certification. Là, il y a la chose plus importante qui est restée. On a toujours le cycle de 3 ans avec les 2 audits intermédiaires, certification, recertification après 3 ans. Et on a aussi toujours les 3 catégories d'institutions de formateurs, formation selon le calcul des périodes participantes qu'on avait déjà avec 25 000, 100 000, ça c'est catégorie C, en dessous de 25 000 c'est catégorie A, et le B c'est entre 25 000 et 100 000 périodes participantes. Et aussi l'auto-évaluation reste et encore plus importante comme base centrale du système de management de qualité et de l'audit. Ça, c'est aussi des choses qui ne sont pas changées, mais on a les nouveautés maintenant. On renonce à l'examen d'une offre individuelle lors de chaque audit, aussi de chaque audit intermédiaire pour les institutions un peu plus grandes. On a une réduction des charges lors du dossier et aussi de l'audit intermédiaire. Mais on pourra avoir des échantillons de différentes offres, c'est clair. Et on voit avec les auditeurs, les auditrices, quelles offres on a déjà montrées, peut-être la dernière fois, on va montrer les autres la prochaine fois. Ça reste à peu près la même chose, je pense, dans la pratique, mais on montre les mesures de qualité sur le plan de toutes les offres qu'on a. Les règles relatives à la procédure sont précisées et sont conformes aux règles internationales. Et aussi, le temps d'audit est légèrement augmenté. À cause de ces règles internationales, ça veut dire qu'on a aussi une augmentation modérée des coûts. Et là, on passe de 3 950 à 4 950 pour la catégorie A, plus les frais qu'il y a. Et les catégories B et C restent selon les offres des instances de certification. C'est clair. Moi, on pense, Eduqa reste un label de qualité qui coûte moins que d'autres labels et c'est toujours un but très important. C'est possible d'avoir ce label pour toutes les institutions, aussi pour les institutions plus petites. Le dernier point, la perméabilité de Eduqa, j'ai déjà dit, on veut ou bien on a réalisé Eduqa comme label de base pour les institutions de formation continue et leurs offres. Et on a d'autres labels de qualité en Suisse, par exemple, un Inqualis pour le secteur de la deuxième langue, non, excusez-moi, pour le secteur des mesures du travail, du marché du travail, pour l'intégration. Là, c'est clair, c'est plus précis pour les différentes formes, si vous voulez. Mais il y a aussi le label FIDE label pour les mesures de deuxième langue, pour les personnes adultes, migrantes et migrants. Et ça, on peut dire, peut être complémentaire. Il y a des niveaux de l'offre et il y a le niveau du prestataire. Pour préciser un peu, on a fait des négociations, si vous voulez, on a fait des accords, on a eu des accords avec les labels plus importants.
Maintenant, on a une reconnaissance mutuelle des parties direction et gestion de qualité entre Educor 2021 et Inqualis 2018. Ça, c'est très important. Ça donne vraiment une réduction du temps d'audit et aussi des frais. Si on a les deux labels. Et on a des effets de synergie aussi si on fait la procédure de certification combinée. Il y a encore l'Educor et le FIDE label. Là, on a une séparation, si vous voulez. C'est vraiment une complémentarité entre ces deux labels. Et il n'y a pas de double contrôle. Ça, c'est clair. On a vu les limites, si vous voulez, de Educor comme label de base et de FIDE comme label d'offre. Et il y a des documents qu'on peut utiliser dans les deux procédures, mais les procédures sont séparées. Ce n'est pas la même procédure. Avec les normes ISO, on n'a pas d'accord parce que ce sont des normes internationales, naturellement. Mais là, on peut dire qu'on s'est approché dans la structure, les revendications des critères du système de management envers les deux normes. Et on a aussi des effets de synergie importants si on a les deux labels, par exemple ISO 9001 ou bien aussi l'ISO 2101 qui contient aussi des services pour les apprenants, mais qui toujours n'est pas un label pour la formation continue. L'Educor reste le seul label qui est vraiment orienté vers la formation continue. Ça, c'est le label plus complet, si vous voulez, envers les autres normes qu'on a. Excusez-moi. Ça, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Pour finir, c'est clair, cette nouvelle norme, la norme révisée, est orientée plus vers l'institution de formation continue et ses offres. Ça, c'est très important. On n'est pas un label d'institution. On reste un label de formation continue. Et on a mis en place un système de gestion qui, selon nous, est plus pratique, est plus proche de la pratique, de la structure aussi des institutions. Et on voulait encourager la durabilité des institutions, comme j'ai dit, et ça permet vraiment de développer la qualité pour des institutions ou dans des formations dans des formes très diverses, différentes. Et on a précisé la relation avec les autres labels de qualité. Ça, ce sont les points les plus importants pour nous de cette révision. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, on a un petit temps pour des questions de compréhension. Oui, je te laisse peut-être, Willy, ouvrir le chat. Tu peux voir qu'il y a des questions qui ont été formulées. Donc, on peut peut-être les passer en revue. Et la première, c'est peut-être l'accompagnateur doit-il avoir le même profil de qualification que le formateur? Oui, j'ai déjà dit, ce sont absolument les mêmes qualifications. Le certificat FSEA pour les accompagnateurs, accompagnatrices qui ont plus de 150 heures de contact avec les apprenants synchrones par année. Là, c'est la même chose, formateur, formatrice, accompagnateur, accompagnatrice. La question sur les stages, je ne la comprends pas très bien. Peut-être qu'on pourrait me dire encore un peu mieux. Les stages, qu'est-ce que c'est la question sur les stages? Oui, bonjour. Bonjour. Dans notre formation, il y a une partie de stage, c'est-à-dire que les apprenants vont faire des formations en cours. Et en plus, il y a une partie de stage pour après arriver à obtenir le diplôme fédéral en technique complémentaire. Du coup, je ne sais pas où mettre les stages, qui sont des parties pratiques à l'extérieur, mais des pratiques aussi supervisées avec un formateur. Et vous ne savez pas où les mettre quand vous faites le calcul des heures? Non, je ne sais pas si ça fait partie de la formation ou si c'est un domaine à part. Parce que dans l'ORTRA-TC, il y a la formation
qui est l'école, mais les stages et les supervisions font partie d'un cursus à part. Alors, je ne sais pas si dans Eduqua, tout ça est mis ensemble, ou bien c'est comme l'ORTRA et c'est séparé, stage, supervision, formation. Alors, je ne suis toujours pas sûr si j'ai vraiment compris, mais disons, pour le calcul des heures, Oui. on calcule chaque heure que une personne a avec les apprenants, ça c'est les 150 heures, et aussi le temps d'apprentissage autonome qui sont accompagnés, qui sont organisés, disons, complètement, et la moitié du temps individuel qui est vraiment libre et n'est pas organisé. Maintenant, on parle seulement des heures que les formateurs formatrices ont avec, et d'un mode responsable, disons, avec des apprenants. Sinon, le reste, ça, c'est leur formation, selon moi, qui ne D'accord. compte pas pour ces heures. OK, super. Merci beaucoup. Très bien. Alors, Il y a une question sur la formation en ligne asynchrone. oui, ça c'est absolument la même chose, formation en ligne ou bien en présence. La question c'est si c'est en contact synchrone, c'est la même chose. Alors ça fait part de ces 150 heures. Et là, la question est asynchrone, justement. Le asynchrone, c'est le temps autonome que je dis. Là aussi, ce temps est aussi, fait aussi partie de ces 150 heures. Absolument. Si c'est organisé, si c'est accompagné, si c'est clair ce qu'on doit faire dans ce temps asynchrone, là, c'est compté entièrement. Le temps libre est compté à 50%. Vous avez un exemple dans les directives. À la fin de la directive, là, il y a un exemple, c'est le même exemple qu'on avait déjà. On l'a adapté aux nouvelles prescriptions sur les heures des formatrices et formateurs et accompagnateurs, accompagnatrices. Je pense que là, vous pouvez très bien voir comment c'est réglé. Étant conforme, voilà, ça c'est une bonne question. Je pense non, c'est pas tout à fait, on ne peut pas arriver à ce but ou à cet objectif tout à fait, mais c'est clair, ça devient, on peut mieux comparer Eduqua avec d'autres labels qu'il y a par exemple en France, c'est clair, mais la reconnaissance, ça doit être un pas par les pouvoirs publics, par exemple, de la France, qui devraient reconnaître Eduqua. Par exemple, en Autriche, on a une reconnaissance d'Eduqua pour le label ECERT, qui est le label supplémentaire ou bien supérieur pour les institutions de formation continue. On peut avoir, mais c'est un pas qui doit être fait par les pouvoirs publics du pays. Oui, pardon, c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi on va déjà là-dedans, alors que finalement, on va, pardon, mais payer plus cher pour quelque chose qui, au final, n'aboutit pas à une reconnaissance différente. Pourquoi votre objectif là-dedans, pourquoi nous, on va payer plus cher pour finalement une reconnaissance qui va être pareille? Oui, je comprends très bien cette question. C'est un autre objectif. L'objectif pour nous, c'est toujours d'avoir l'accréditation des instances de certification et de la norme, si vous voulez, du SAS, du service d'accréditation suisse. Ça, c'est la chose importante parce que ça donne un poids très important à ce label. Si on n'a pas, on a un autre poids. Et ça, c'était pour toutes les parties prenantes, c'était très important d'avoir toujours cette accréditation. Et les règles internationales ont changé un petit peu sur les temps d'audit. Alors, il fallait adapter un petit peu. Mais c'est vraiment, ce sont 2 heures ou bien 4 heures plus sur 3 ans de temps d'audit. Et le prix, on a fait une augmentation vraiment au modéré. On a essayé de faire ça modéré. Et ça reste un label qui coûte moins que les autres labels importants, disons. Okay.
On a encore beaucoup de questions. Je me demande si on va répondre maintenant. Qu'est-ce que tu dis, Caroline? Ou bien on prend les questions pour après? Peut-être que tu peux répondre encore à la question sur les preuves, je pense. Oui, Et les volontiers. questions, alors je vais vous expliquer juste, toutes les questions, on les garde et on va les mettre à la fin dans un Padlet avec des réponses. Et ce Padlet vous sera aussi envoyé. Comme ça, vous pourrez avoir une trace de ces différentes questions et des différentes réponses. Et vous pourrez aussi en rajouter si vous en avez encore après en cours de route. Donc, comme ça, on va pouvoir aussi, vous pourrez aussi travailler de manière un peu plus peut-être tranquille après avoir réfléchi à ces différentes présentations. Et nous, on fera le travail de répondre à ces questions et on vous enverra le Padlet avec les différentes questions et réponses surtout. Mais peut-être la question Oui, de la la preuve. preuve, je pense que ça, c'est encore une question que tu peux traiter. Et le reste, on va reprendre à la fin si on a le temps. Autrement dans le Padlet. Voilà. Le but ou l'objectif des preuves nécessaires, c'est rester le même comme avant. C'est clair qu'on a toujours une certaine possibilité de faire voir, de montrer d'autres preuves, d'autres formes, d'autres instruments qui ont le même contenu, qui respectent vraiment les exigences de cette preuve. Ça, là, il y a toujours une certaine flexibilité pour la situation concrète du prestataire. Mais la décision, si c'est vraiment adapté, si c'est vraiment suffisant pour la preuve, c'est toujours la décision de l'auditeur, c'est clair. Mais il y a toujours ce marge de manœuvre, disons. Et avec le temps, on s'approche à la norme, c'est clair. La première certification, peut-être on n'a pas encore tous les instruments complètement correspondantes aux exigences et on peut approcher à ce but, mais les choses plus importantes doivent être atteintes déjà avec la première certification. Ça, c'est clair. Merci, Ouli. Donc, les questions, on les garde. On regardera si on a le temps d'y répondre encore à la fin. Mais entre-temps, je vais passer la parole à Solange Dunant, qui est auditrice à SGS, pour continuer et peut-être aussi répondre à certaines des questions que vous avez. Donc, je te passe la parole, Solange. Est-ce que Solange est là? Voilà, j'ai remis le son. Je vais donc partager mon écran. J'espère que je sais faire. Voilà. Est-ce que... Alors, à partir du début, voilà. Est-ce que tout le monde voit cet écran? Ok, merci François de m'avoir donné un feedback. Donc, merci aussi surtout à Uli pour ce panorama complet des changements que les porteurs d'EDUCA de la norme ont prévus pour la nouvelle version 2021. Et après donc leur point de vue à eux, je vous propose qu'on passe en revue celui des utilisateurs. Et l'idée, c'est de partager avec vous une réflexion sur les points essentiels dont vous allez avoir besoin pour préparer votre certification selon ces nouvelles prescriptions. Mais au préalable, je vous propose quelques mots sur mon parcours pour permettre à ceux qui ne me connaissent pas de contextualiser les 20 minutes, je m'engage sur 20 minutes, que nous allons passer ensemble. Tout d'abord, à la sortie de mes études, j'ai fréquenté les départements de marketing, de vente et de communication de très grandes entreprises qui m'ont donné le goût de l'analyse et de l'argumentation. C'est aussi à cette occasion que j'ai découvert la gestion de la qualité à travers les balbutiements des directions générales qui cherchaient à l'étendre au niveau des services et non plus seulement la cantonner à la production industrielle. J'ai fini par sortir de ces grandes structures pour créer avec mon associé notre société de conseil et de formation. Et enfin, il y a 18 ans, j'ai rencontré EDUCA, que je n'ai plus quitté au titre de formatrice d'adultes, de consultante de qualité et d'auditrice accréditée.
voilà ce chart pour vous montrer ce que nous allons partager et qui va s'articuler autour de 4 chapitres. Le premier, c'est en quoi Educa se distingue de ses 3 moutures précédentes. Ensuite, on va aborder la transformation du marché, comment vous, acteurs principaux, l'avez transformé et rendu possible le développement d'Educa. Je crois que c'est un point hyper important pour qu'on s'y arrête quelques instants. À quel niveau vous allez devoir adapter votre système actuel par rapport à ce que Uli Burdi nous a présenté. Donc, ça va être un choix, c'est un florilège, hein, ça ne va pas être exhaustif, mais c'est à mon avis 3 points essentiels que nous pourrons passer en revue. Et enfin, quels bénéfices vous allez tirer des changements qui vous attendent. Pour commencer, reportons-nous à la fin des années 90. À cette époque, le marché de l'offre souffre d'un déficit de qualité, il est opaque et les deniers publics dépensés pour la formation et la réinsertion sociale des travailleurs sont alloués un peu à l'aveuglette. Il faut y mettre de l'ordre et de la clarté pour s'assurer que les prestataires privés qui se voient confier des mandats par l'État sont dignes de confiance et offrent des formations sérieuses. Le label Educa naît en 2000 et va contribuer dans les années qui suivent à l'assainissement du marché en se focalisant sur la partie visible de l'activité des organismes, à savoir sur leurs offres telles qu'elles se présentent sur le marché. Les années passent et le marché s'assainit. Dès 2008, la commission porteuse d'Educa se remet au travail et abandonne la notion de label au profit de celle de norme. Educa version 2012 est prête dès 2013. À quoi ressemble alors Educa 2012 ? Elle se compose de 6 critères, dont le plus important, pour des raisons historiques, reste celui consacré aux offres. Mais apparaissent 2 nouveaux critères à la fin de la norme, le système qualité et la direction. Le temps fait son œuvre, les organismes certifiés intègrent peu à peu les nouveaux standards relatifs au système qualité et à la direction. Et en 2017, révision de la norme. Et 4 ans plus tard, donc en 2021, à quoi ressemble-t-elle? Et là, on voit qu'il y a un retournement de perspective, c'est-à-dire que l'ordre s'inverse dans la hiérarchie des critères précédents. Educa subit un lifting et se rapproche de la philosophie ISO tout en conservant les acquis sur les exigences relatives aux offres de formation continue. Ainsi, si auparavant la direction était considérée comme un appui, Educa 2021 en fait le premier principe de la norme suivi par la gestion du système qualité. Comment ce retournement a-t-il été rendu possible? Et là, une des réponses qu'on peut apporter, c'est en grande partie grâce à vous. Et surtout, à la maturation progressive du marché de la formation continue. Celui-ci se structure en parallèle des travaux menés par la FSEA, faisant de la formation continue un acteur majeur de la scène économique et les institutions de formation gagnent en maturité. Elles acquièrent une vision et harmonisent leur niveau d'activité interne, ce qui se traduit le plus souvent par une création de valeur assurant la pérennité de l'institution. Voilà comment on assiste à la naissance d'un cercle vertueux dont la direction des institutions en est le moteur. On peut dire, sans trop s'avancer, que grâce à ce cercle vertueux, les organismes de formation sont prêts pour accueillir Educa 2021 et répondre à la nouvelle hiérarchie des critères de la norme qu'on a vu dans le chapitre précédent. Nous pouvons donc maintenant aborder le 3e chapitre de cette présentation
celui consacré aux adaptations que vous allez devoir faire pour mettre votre système qualité à niveau par rapport à la nouvelle norme. Pour cela, je vais vous présenter 3 niveaux d'adaptation à prévoir. Donc, c'est un choix tout à fait arbitraire de ma part. Et le premier niveau touche le langage, parce que vous allez devoir faire face à l'adoption d'un nouveau vocabulaire et qui se distingue fortement de la norme 2012, comme on a pu le voir avec les premières discussions qui se sont engagées avec Uli Burgi à propos notamment des accompagnateurs et des heures participants. Ce critère, donc ce nouveau langage, j'ai sciemment choisi de parler de l'analyse des parties prenantes. Ce critère fait allusion à une nouvelle notion. Donc, une partie prenante ou partie intéressée, c'est ce que dit ISO 9001 parle de partie intéressée, mais que ce soit l'une ou l'autre expression, elle désigne chacune les personnes morales et physiques qui ont toutes un lien, soit direct, comme les clients, mais qui aussi exercent une influence sur la marche de votre organisation. Typiquement, les anciens participants pourraient faire partie de la notion des influenceurs. Les parties prenantes peuvent être les participants actifs ou les mandants d'une formation. Elles peuvent aussi être les financeurs. Et déjà là, vous voyez qu'il se dégage une pondération différente que vous allez devoir exercer pour qualifier les catégories de parties prenantes selon votre champ d'activité ou modèle économique. Elles vont être différentes en fonction de ces 2 critères. Et dans le domaine de la qualité, l'analyse des parties prenantes est la première étape à franchir, de préférence en consultation avec vos équipes. Par contre, cette analyse doit obligatoirement être suivie de la pose d'objectifs pour chacune des parties que vous aurez identifiées, car leur absence rendrait votre travail d'analyse inutile, même si la norme ne parle que d'analyse des parties prenantes. Le deuxième exemple que j'ai choisi porte sur la gestion des risques, sur cette notion, qui est également un nouveau critère qui est équivalent à un nouveau vocabulaire à intégrer par rapport à 2012. Quand on dit gestion des risques, aussitôt plein d'images surgissent. Fukushima, avalanche, pandémie, terrorisme. Donc, la première chose à faire dans votre organisation, c'est de vous mettre d'accord avec vos équipes sur la portée du mot risque et dans le milieu qu'est le vôtre. Vous n'êtes ni une centrale nucléaire, ni une station de ski et encore moins un conseil fédéral. C'est seulement après cette mise au point que vous pourrez lister les risques qui concernent la pérennité de votre organisation. Et là aussi, vous devrez acquérir et partager un langage bien loin de celui de la formation. S'assurer que tout le monde comprend la même chose et partage le même langage est essentiel pour implanter une gestion saine et sensée des risques qui cadre avec l'exigence d'EDUCA en la matière. Le recours à un outil simple, adapté à la taille et à votre modèle économique est de mise pour satisfaire ce critère. Le deuxième niveau d'adaptation que je vous propose d'explorer, c'est celui qui concerne le concept des processus. Pour rappel, une approche par les processus met en évidence la manière dont vous traitez les éléments entrants en éléments sortants pour les activités clés de votre organisation. Jusqu'à présent, la documentation de vos processus était peu exigeante, surtout si vous étiez en mesure de les décrire oralement sur demande de l'auditeur lors de votre audit sur place. EDUCA 2021 est une excellente occasion de passer à la forme écrite. Ça sera beaucoup de temps économisé en perspective lorsque vous devrez mettre au courant un nouveau collaborateur. Et en plus, cela satisfait pleinement la norme. Pourquoi dès lors vous en priver si vous ne l'avez pas encore réalisé?
D'ailleurs, il y a une bonne nouvelle, c'est que les exigences essentielles listées pour chacun des 19 critères d'EDUCA 2021 correspondent le plus souvent aux activités clés standards des processus à décrire. Dans ce cas aussi, il y a une excellente opportunité d'échange avec vos équipes qui les impliquera naturellement dans la démarche qualité que vous avez entreprise depuis déjà beaucoup d'années pour certains avec votre certification. Avec EDUCA 2021, l'approche de la qualité par les processus va permettre à l'auditeur d'aborder la manière dont vous faites les choses, notamment de quels indicateurs vous disposez pour maîtriser tel ou tel processus, ou à travers quelles mesures vous vérifiez ou contrôlez une partie importante d'un processus décisif. C'est le troisième niveau d'adaptation que nous allons voir maintenant, qui est celui de la pose des indicateurs. Jusqu'à EDUCA 2012 inclus, la notion d'indicateur était effleurée et ne constituait que rarement un sujet de discussion lors des audits. On était plutôt dans le registre du quoi, avec ce genre de questions. Qu'avez-vous comme ressources pour ceci? Avez-vous tel document pour attester cela? Est-ce que vous pouvez produire la statistique de ceci, de cela? C'était une analyse statique, le moment de l'audit étant celui qui fixait l'image. Avec EDUCA 2021, on passe au registre du comment. Lors de la discussion avec l'auditeur, celui-ci va s'intéresser à la manière dont vous faites les choses et surtout à comment vous vous assurez qu'elles sont faites. On quitte la notion d'image fixe pour une vision vidéo de la valeur de votre système et de la dynamique de votre organisation. Dans votre système qualité, il va s'agir de poser des indicateurs qui vous permettront de savoir que vos processus fonctionnent. Est-ce une pratique qui a cours déjà dans votre organisation? Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas que vos équipes, une fois de plus, vos équipes qui sont au front, sont les premières à connaître concrètement les indicateurs qui vous permettront de vous assurer que vos processus métiers fonctionnent. Les associer à la description de ceux-ci et les consulter sur les indicateurs pertinents est certainement le meilleur chemin à suivre pour adapter vos acquis aux nouvelles exigences. Toujours à propos de la pose des indicateurs, vous pourriez avoir des questions de l'auditeur labellisé EDUCA 2021 qui pourraient aborder les trois domaines que je vous ai listés sur le dia. Comment vérifiez-vous que vos risques sont maîtrisés? Typiquement là, vous pourriez répondre par une analyse de situation documentée avec une cadence planifiée et l'indicateur correspondant à cette réponse serait un registre des PV de PV des séances que vous faites pour analyser les situations et également la planification de la cadence de ces séances. Pour traiter la deuxième question, à quoi verrez-vous que vos équipes connaissent les objectifs qualité? Vous pourriez mentionner comme indicateur le nombre de contributions que vos collaborateurs pourraient faire pour l'amélioration continue. Et si vous adoptez cet indicateur, n'oubliez pas de fixer préalablement avec eux une quantité raisonnable de contributions qui seraient issues des discussions que vous pourriez avoir soit en individuel, soit en plénière avec vos équipes. Et enfin, pour la dernière question, comment vous informez-vous de la satisfaction de vos parties prenantes? Vous pourriez vous baser sur la fréquence des enquêtes de satisfaction des clients, au pourcentage de retour de questionnaires d'évaluation que vous souhaitez recevoir et à la cadence des contacts que vous auriez avec les mandants. Mais une chose qui est importante, c'est que quel que soit l'indicateur que vous allez choisir, ils doivent permettre à l'auditeur de se faire une idée du niveau de maîtrise que vous avez et des exigences essentielles de la norme.
Et un dernier point, identifier les indicateurs qui vous permettront de mettre en avant votre maîtrise est une affaire qui concerne les acteurs du processus. Les types d'indicateurs que je vous ai donnés, que je vous ai listés là rapidement, ne sont que des exemples. Ce sont vos collaborateurs qui vous fourniront les informations clés, car ce sont eux qui sont en prise avec le concret au quotidien. Il n'est pas raisonnable de penser que depuis votre bureau, vous pourrez fixer ces indicateurs sans concertation de vos équipes. Les consulter, les faire parler, les écouter constitue le chemin optimal pour poser des indicateurs pertinents qui seront en cohérence avec les exigences et le fonctionnement de votre organisation. Et un point hyper important, c'est le dernier pour ce chart, décider d'inclure le personnel au processus qualité certifié par Educa 2021 est probablement le meilleur moyen d'anticiper le risque d'une non-conformité. Nous allons maintenant aborder le dernier chapitre de cette présentation, celui consacré aux bénéfices que vous pouvez tirer de l'application d'Educa 2021. Ces points d'attention à retenir comme bénéfices sont au nombre de 4. Le premier, c'est que la nouvelle mouture d'Educa est une norme qui se préoccupe de la vision pérenne de votre organisation et qui met à disposition des ressources allant dans ce sens. Educa 2021, c'est aussi des exigences qui soutiennent la circulation de l'information et la collaboration interne. On l'a vu avec les nombreuses opportunités que vous aviez d'impliquer vos équipes dans la démarche qualité qui satisferont ainsi la norme. Le troisième point, l'abandon de l'audit dédié à une seule formation montre bien la volonté des porteurs de la nouvelle norme de se distancer d'une certification produit au profit d'une certification du système complet de votre organisation, incluant tous les acteurs et toutes les facettes de votre institution, et non pas seulement de certaines de vos offres de formation. Et le choix de clairement éliminer l'audit d'une offre spécifique en est la preuve absolue. Et pour finir, la disparition d'Educa 2012 marque la fin du principe de l'arrêt sur image au moment de l'audit au profit du principe de la vidéo grâce à l'amélioration en continu des processus qui sont au cœur de la version 2021, rendant chacun acteur du scénario qui se déroule au quotidien. Avec ce dia, s'achève ma présentation qui se résume au motto suivant: Educa 2021, une réelle opportunité pour accroître la valeur globale de votre institution. Merci de votre attention et si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Merci Solange, je réactive mon micro. Donc oui, tout à fait. Si vous avez des questions sur le chat, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes en lien avec plutôt des questions qui n'étaient pas en lien forcément avec ta présentation, Solange. Donc, c'est les questions en lien avec la formation des auditeurs. Ces éléments-là, nous allons les répondre dans le Padlet. Oui. Mais est-ce que vous avez des questions sur la présentation de Solange? Ça n'a pas l'air. J'ai vu que monsieur Bonnet a posé une question à tout le monde concernant pourquoi un organisme de certification SGS et pas un autre intervient-il dans un webinaire de la FSEA. Tout d'abord parce que Solange Dunant travaille avec la FSEA dans d'autres projets. Elle est membre du réseau qualité en formation continue. Et elle a aussi également participé et donné son avis sur la norme. Donc, c'était une personne experte dans le domaine. Nous ne sommes pas, si d'autres auditeurs ont également envie de travailler sur ces éléments-là avec nous, on est ouverts. Nous ne sommes pas complètement, nous ne sommes pas fermés par rapport à ce genre de choses. Simplement, on a l'habitude de travailler avec Solange qui nous a aussi beaucoup aidé, donné son avis sur la norme. Donc, c'est aussi pour ça que nous l'avons contacté pour donner ce point de vue. Voilà. Est-ce que tu as ajouté quelque chose, Ouli? Oui, volontiers. Solange Dunant n'est pas une représentante de la SGS, mais elle est une auditrice indépendante.
C'est ce que je rôle, voulais préciser. c'est Merci, Ouli. dans ce rôle qu'on l'a demandé. Voilà. J'aurais une question. Excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, oui. Merci beaucoup, Madame Dunant, pour votre présentation. Moi, j'ai une question par rapport à la perméabilité des certifications. Si un organisme est certifié ISO 9001, parce qu'on voit que maintenant, vraiment, la norme EDUCA 2021 s'oriente énormément sur le leadership participatif avec les équipes pour construire ce cercle d'amélioration continue. Si on a des documents déjà utilisés pour la certification ISO 9001, comme la matrice de risque où on insérerait la partie formation continue, est-ce qu'on peut l'utiliser et gagner en efficience? Alors là, je prends mon autre casquette, c'est celle de la consultante qualité. J'accompagne des organismes qui ont les deux certifications ISO et EDUCA. Et c'est clair que lorsque j'assiste à l'audit de certification, l'auditeur, bien entendu, va en principe faire un seul audit pour la globalité, parce que lui a l'accréditation ISO et l'accréditation EDUCA. Et bien entendu, on travaille avec intelligence et bon sens. Et si vous avez des documents qui sont dans ISO, ils vont être repris pour EDUCA, ça va de soi. Vous n'allez pas faire deux documents différents, ça n'aurait pas de sens. Je crois qu'il faut rester intelligent. Et si vous avez un auditeur qui a une autre vision, il est important que vous discutiez avec lui. J'ai vécu dans mon poste précédent où j'étais responsable d'un centre de formation qui appartenait à une entreprise industrielle qui était certifiée. Donc, effectivement, on avait pu s'entendre avec les auditeurs pour pouvoir mettre ça en place. Mais je voulais aussi éclairer ça pour mes collègues peut-être. Voilà, je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Il y avait la question de François sur la réduction des charges. Peut-être tu pourrais aussi répondre à cette question de ton point de vue, Solange. Alors là, comme tu disais si bien, Uli et aussi Caroline, moi je suis mandatée par la SGS pour établir les audits, pour les conduire, les rapporter et donner un préavis sur le décernement, non, c'est pas ce nom-là, enfin, je sais pas comment on dit, mais enfin, de l'attribution, voilà, l'attribution ou le renouvellement de la certification. Pour l'aspect financier, je pense que moi, je suis pas compétente pour traiter ce domaine. Voilà. Non, la question, c'était pour, par exemple, le dossier. Parce que je donne déjà une petite réponse. Je pense que surtout pour les dossiers des audits intermédiaires, on aura un grand changement. Jusqu'à présent, les catégories B et C, surtout, ils devaient à chaque audit intermédiaire présenter une offre spécifique avec tous les standards qu'on a de l'offre pour préparer ce audit intermédiaire. Ça ne sera plus nécessaire. On aura plus de temps qui est réservé pour l'audit sur place ou bien en ligne. C'est aussi possible pour les audits intermédiaires. Et on pourra plus directement et plus spécifiquement parler de la réalisation des mesures de qualité sur les résultats, sur les possibilités d'améliorer encore. On aura un gain, si vous voulez, moins de documents, plus d'entretiens, plus de discussions sur la qualité concrète et pratique. Mais il y a question aussi de Monsieur François, peut-être. Peut-être ce sera la dernière, après on laissera Madame Elchini aussi parler. Oui. Et après on fera encore un point des questions et on finira avec aussi le Padlet. C'est effectivement la question que j'ai écrite dans le
dans le chat qui était directement en lien avec la présentation de Solange. C'est la question du risque, parce que c'est passionnant, c'est vraiment bien, mais en lisant la norme, c'est vraiment pas clair. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout si on est sur une analyse de type risk management ou si on est en train de produire un SWOT, quoi. Enfin, donc, de l'Empire State Building à la cabane de chantier, je ne sais pas du tout quel est le niveau attendu, et j'ai un peu l'impression en lisant que c'est un subtil mélange des deux, c'est-à-dire qu'un SWOT suffirait pas, mais c'est pas vraiment une analyse de risque. Enfin voilà. Donc là, je me disais, qu'est-ce qui est attendu dans l'esprit, on va dire. Cette question s'adresse à qui? Je peux commencer. Solange, je ne D'accord. sais pas qui veut. Okay. Alors, je laisse Philippe en commencer. Je compléterai si besoin. On avait beaucoup de discussions sur ce point-là. C'est très important de préciser notre objectif. On ne veut pas un management des risques. On ne peut pas avoir l'attente à toutes les institutions d'organiser et d'adapter vraiment un mode, un système de management de risque. Ce n'est pas la question. Mais toutes les institutions, les petites aussi, les médias et les grandes aussi, ils doivent avoir une connaissance des risques qui sont importantes pour eux et ils doivent faire une évaluation du poids des possibilités et des risques vraiment avec ces points qui pourraient, par exemple, être un risque pour la pérennité de cette institution. Ils doivent montrer comment ils ont analysé ça, ils doivent montrer une analyse et les résultats. Et là, ça peut être dans diverses formes comme on le fait, il n'y a pas de prescription. Ça, c'est très important. C'est sur le niveau de toutes les institutions adaptées à la grandeur, à l'offre spécifique. Donc, si je comprends bien, c'est le fait qu'il existe la nécessité d'avoir une analyse de risque et quelque part ce que l'auditrice, pardonnez-moi, va prendre en considération, c'est le fait qu'il y a une analyse qui est faite et que cette analyse porte au bon niveau. Voilà. Et qu'il y a des résultats. Ouais, c'est exactement ça. Des conclusions. Voilà, c'est exactement ça. Quand j'ai préparé ma présentation, c'est vrai que l'histoire de l'analyse des risques, je me disais, mais avec tout ce qui circule sur le net, n'importe quelle entreprise de formation peut sortir une analyse de risque magnifique, mais qui est complètement décalée avec sa réalité. Et ça, l'auditeur, il va tout de suite le sentir. Et ce n'est pas un bon point. Par contre, j'audite autant des petites écoles presque de quartier, si j'ose dire, comme des très grosses entités. Et la très grosse entité, elle doit gérer des risques très différents de la petite école, mais la petite école, elle a aussi des risques. Et souvent, je me rends compte que la direction des petites entités, le risque, bon, ben oui, le risque, de toute façon, on ne peut rien faire. Oui, on peut faire quelque chose. Il y a des méthodes. Et quand je dis que Educa s'arrête à la notion d'analyse de risque et que l'entreprise, l'institution, si elle veut en faire quelque chose, elle doit poser des objectifs par rapport à cette analyse. Elle doit faire un pas de plus pour que ça ait du sens. Et c'est ça, en ça que Educa est un outil magnifique pour accroître la valeur globale de l'organisation. C'est un premier pas, Educa, et vous allez le customiser. C'est à vous, Educa. Ce n'est pas faire plaisir à l'auditeur, respectivement à l'auditrice. Ce n'est pas ça. C'est vraiment, pour vous, un moyen d'accroître la valeur. Et souvent, c'est une grosse discussion qu'on a avec les clients parce qu'ils ne comprennent pas, ils voient que le côté contrainte, et puis ça prend du temps, et puis il faut faire ci, puis il faut faire ça, et puis ça nous enquiquine, et puis. Mais tout l'aspect bénéfice passe à la trappe. Et là, je vois dans un cas précis auquel je pense, il y a eu une vente de l'institution et Educa a accru
la valeur de vente de l'institution. Parce que les repreneurs avaient une structure, avaient des points de repère qui permettaient vraiment de dire mon truc, il vaut plus cher que l'autre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je m'arrête. Oui, c'était pas très pertinent. Hein. Pardon. Le reste des questions, on va encore prendre un temps après la présentation de Madame Belchimi. Est-ce que peut-être, Solange, tu peux arrêter ton partage d'écran? Oui, oh oui, volontiers. Merci. Voilà, c'est fait. Et je passe la parole à Madame Belchimi. Merci beaucoup. Alors, attendez, juste simplement, je partage, donc vous voyez bien mon écran. Excusez-moi. Oui, alors je vais regarder à gauche parce que j'ai un double écran qui est à gauche. C'est pas que je regarde les choses se passer. Donc, je m'appelle Salwa Elchimi, je suis adjointe de direction, directrice opérationnelle en fait, chez MES Gestion, et je me suis occupée depuis 4 ans de ce dossier et du quoi. Et je vais en fait, le but, c'est de vraiment vous présenter notre expérience en tant qu'institution pour essayer de faire un maximum de liens avec aussi vos situations individuelles, parce qu'on sait que chaque institution est assez différente. Donc, c'est vraiment dans un partage d'expérience. Alors, au programme pour les 10 minutes qui me sont allouées, déjà, je vais vous présenter un peu notre institution, comme ça, vous pouvez vous situer par rapport à ceci, et puis vous parler des avantages qu'on a ressortis ou ressentis aussi par rapport au projet pilote, en fait, à cette nouvelle certification 2021. Donc, nous sommes une entreprise de formation, de conseil et de coaching depuis 1992. Donc, c'est une institution qui a bien évolué avec le temps et qui s'est bien adaptée. Nous avons 27 collaborateurs. Et en fait, nous proposons des formations et des stages de pratique pour le service de l'emploi du canton de Neuchâtel. Et on va avoir une multitude de prestations, que ce soit des prestations individuelles, comme je vous disais, des stages, les formations aussi sur des durées déterminées. Donc voilà, on a vraiment une multitude de produits à proposer. On fait à peu près 63 000 heures de formation, de heures participants. Et puis, on a participé au projet pilote de la norme 2021 en 2020. Donc, du coup, nous avons déjà fait 2 certifications et cette année, on va avoir la 3e. On était très excités de pouvoir participer à ce projet pilote, de faire partie de ces 5 entreprises en Suisse et de pouvoir faire notre retour concret par rapport à ceci. Alors, on a nommé plusieurs avantages et le premier, je pense, qui est le plus important parce qu'une entreprise fonctionne sur la pratique. On a une quantité de tâches à faire, forcément, on va réfléchir à notre quotidien et en fait, la simplicité, selon moi, est quand même la clé de toute chose et la norme 2021 est beaucoup plus simple que la norme 2012. Déjà, à comprendre parce qu'il y a une séparation très claire des thématiques avec ces 8 principes, ces 19 critères. L'explication aussi est beaucoup plus claire. Et puis, il y a la suppression des répétitions intercritères. Alors, je ne sais pas pour vous, mais précédemment, on se posait souvent la question de se dire, mais cet argument, où est-ce qu'il faut le placer? Parce qu'il pourrait tout à fait rentrer dans 2 critères différents. Et c'était assez casse-tête d'essayer de le mettre au bon endroit. Alors que là, les principes étant identifiés, assez facilement, en fait, on a beaucoup plus de liberté en fait, dans l'emplacement de notre argumentaire et lorsque l'on montre notre dossier. Ensuite, il y a une plus grande marge de liberté, du coup, ça rejoint ce que je disais, pour construire son argumentaire et rassembler les preuves de conformité. C'est vrai que précédemment, chaque année, nous devions nous concentrer uniquement sur une de nos prestations et on avait uniquement le focus sur cette prestation-là. Et donc, c'était une équipe principale qui s'occupait de la qualité et qui était tout à fait déconnectée de la pratique. Et c'est ce que Solange appuyait beaucoup et qui est une réalité. Mais on le vivait beaucoup comme une contrainte, alors qu'on va tous de notre plein gré s'affilier à Eduquois. On n'a aucune obligation de le faire. Donc, c'est l'institution qui prend la décision de faire partie d'Eduquois et de répondre à des normes de qualité. En revanche, dans le vécu des équipes, c'était de se dire, OK, il faut créer ce classeur qui a un travail assez fastidieux de déjà comprendre quels sont les
les standards, où est-ce que je dois mettre l'information, et puis de se concentrer uniquement sur une institution. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'on se rendait compte de l'écart entre notre réalité et puis les standards qui étaient nommés. Et puis, on devait rapidement, avant d'avoir l'audit, mettre à jour les différents éléments qui étaient, selon nous, en non-conformité. Alors que là, le fait qu'on puisse parler de l'ensemble de notre institution, on a une vision qui est beaucoup plus globale et on ne doit pas avoir cette impression de recommencer chaque année par rapport à une nouvelle institution, mais c'est plutôt dans une dynamique en fait d'amélioration continue. Et d'ailleurs, ce que Solange appuyait sur le focus sur les processus dans cette nouvelle norme va vraiment appuyer cette dynamique également. Le fait aussi que la norme englobe tout l'écosystème de l'entreprise, hein, donc à chaque fois, je fais un petit ricochet à la norme précédente parce qu'effectivement, on ne peut pas séparer l'ensemble de l'argumentaire, mais c'est vraiment une vision globale. Et donc, c'est la pérennité de notre entreprise et la qualité globale de l'entreprise. Et là, ça nous donne une approche systémique par rapport à l'aspect de la vision de la qualité et de ce contrôle qu'on peut avoir à l'interne, mais aussi dans notre processus de mise à jour de nos critères qualité et de notre dossier. Parce que comme on a une vision sur l'ensemble et on va vraiment se focaliser sur les processus en place, et donc en fin d'année, on n'arrive pas à une période cruciale où il faut monter ce dossier-là, mais comme les principes sont tout à fait identifiés, qui sont intégrés à des processus, donc vraiment, ils sont amenés à l'échelle pragmatique de notre quotidien. Lorsque quelque chose est amené à évoluer, on peut, pour la prise de décision, vérifier si ça correspond aux principes généraux et aux critères qui sont donnés, et puis ensuite directement apporter ces modifications-là. Et ainsi, lorsqu'une de nos formations ou une de nos prestations va être amenée à évoluer, ça va avoir cet effet ricochet et systémique sur notre prestation, et c'est l'ensemble de l'institution qui évolue. Et de manière pratique, parce que moi, je me concentre vraiment dans cette réalité-là, pratique de moi-même et de mes équipes, c'est beaucoup plus facile et on le vit beaucoup moins comme une contrainte, alors que c'est simplement une question de perception, mais c'est plutôt cette notion d'amélioration continue qui dynamise la structure. Ensuite, elle est moderne et ça, c'est assez important. On a vu aussi avec le Covid que les choses ont évolué très rapidement et les institutions ont dû se développer, mais aujourd'hui, les entreprises quand même font face à des challenges assez intéressant ou challengeant, on va dire, d'avoir cette transformation digitale qui vient vraiment changer la manière dont on va avoir nos offres, donc que ce soit en utilisant des plateformes ou des formations en ligne, mais aussi il y a le développement des outils et ainsi de suite qui va vraiment venir retravailler l'ensemble de nos prestations auxquelles on doit s'adapter. Il y a aussi la notion de protection des données, qui est une thématique quand même très pointue, très, très importante. On voit quand même au niveau législatif, ça évolue énormément dans ce sens, mais qui n'est pas tant abordable, on va dire. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas une experte de la protection de la donnée, mais le fait que ces éléments soient intégrés, ça nous permet de vraiment nous référer à une base et s'assurer qu'on est en lien avec ces challenges. La notion de gestion des risques également, parce que ça nous permet d'avoir une vision de l'ensemble de notre entreprise et de ne pas séparer l'entreprise et son quotidien par rapport à son offre, mais vraiment de voir l'ensemble le tout comme un ensemble. Et puis, la notion d'agilité. Clairement, aujourd'hui, les entreprises font face à ce challenge-là. Personnellement, nous avons une structure qui est très agile. On travaille avec une gouvernance distribuée. Ça veut dire qu'on a un système circulaire où l'ensemble des collaborateurs sont vraiment intégrés dans le processus d'amélioration de l'entreprise. On a un modèle qui est participatif. Et je vous avoue que initialement, avec la norme 2012, en fait, on devait condenser notre structure pour essayer de la mettre en fait dans chacun de ces standards. Alors qu'aujourd'hui, notre structure a la liberté d'être ce qu'elle est et de correspondre à nos valeurs, à notre vision de l'entreprise, à nos objectifs aussi, à notre vision. Et la norme Eduqua vient vraiment se calquer dessus et embrasser la forme de notre entreprise. Et c'est vraiment comme ça qu'on le sent, comme on va pouvoir argumenter de manière générale, ça permet à l'auditeur de voir aussi l'écosystème global et je trouve que l'échange est beaucoup plus intéressant avec les auditeurs parce qu'ils viennent nous challenger par rapport à ces normes de qualité dont ils sont experts, par rapport à la gestion qu'on a de notre entreprise. Et j'ai vraiment ressenti cette qualité-là lors de ces échanges. Et puis, le dernier point, c'est le tableau d'auto-évaluation. Alors, nous en faisions déjà un, mais qui nous permet d'avoir un aperçu global.
Aussi, ça nous permet de voir l'évolution de notre entreprise et d'arrêter dans cet arrêt sur image. Mais comme le disait Solange, et j'aime beaucoup cette expression de dire que c'est une vidéo continue. Donc, ça nous permet de vraiment suivre l'évolution de l'entreprise. Ça aide aussi pour la prise de décision, clairement. Et puis, l'organisation transversale, clairement, les personnes qui sont au quotidien dans la pratique, c'est les personnes qui sont le plus touchées par la qualité, en tout cas qui sont garants de cette qualité. Et le fait de l'avoir intégré dans les processus, ça permet d'adapter notre organisation de manière transversale et que chacun soit acteur. Et donc, j'appuie vraiment sur cette notion de dynamique, d'amélioration continue et cette approche systémique qui est la vraie différence qu'on a vue. Alors d'ailleurs, dans ce sens, j'avais entendu une question où on se demandait est-ce qu'on peut continuer avec la norme 2012 et attendre pour passer à la norme 2021 ? Mon conseil en tant qu'institution, alors chaque institution est différente évidemment, je conseille vraiment de passer à cette nouvelle norme parce que vraiment dans l'expérience, elle est plus facile, on va dire. Et puis aussi, ça nous permet de nous assurer de la qualité qu'on a, mais aussi de faire évoluer notre structure de manière générale. Et le travail, la transition, parce qu'on m'a déjà posé cette question-là, finalement, tout n'est pas à jeter de la première norme, c'est une évolution. Donc, ce qui est intéressant, c'est de reprendre les éléments et puis de leur donner une nouvelle vie, de les intégrer dans un processus et vraiment rentrer dans cette dynamique-là. Donc, le changement pour nous a été assez simple et finalement, aujourd'hui, les nouvelles certifications demandent beaucoup moins de travail. Donc, si vous devez passer de toute façon à cette nouvelle norme, en tout cas, n'en ayez pas peur et je pense que le pas est assez simple. Est-ce que j'avais autre chose? Non, c'est tout bon. Je crois que j'ai respecté les 10 minutes qui m'étaient allouées. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être invitée, de partager cette expérience avec d'autres institutions parce que je sais qu'on fait face au même challenge et je pense que le partage et l'échange, c'est ce qui nous permet aussi de nous améliorer de manière générale. Donc, merci pour votre attention et je suis disponible pour répondre à des questions s'il y en a. Bonjour. Bonjour. Merci d'abord. Merci Madame Elchimi en tout cas pour cet échange d'expérience. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Madame Elchimi. En tout cas, il y a des remerciements sur le chat. Hein. Merci. Pour votre présentation dynamique. Donc, il faut croire que c'était assez clair. Oui, c'était très clair. En tout cas, j'espère que vous avez pu faire le lien aussi avec vos propres situations. C'est vrai qu'on a toutes des institutions qui sont différentes. Donc, si ça vous a permis de vous projeter, tant mieux. Donc, les questions qui n'ont pas encore été répondues ne vont pas être oubliées, comme je l'ai dit. Hein. Nous allons vraiment prendre le temps de bien les documenter, d'y répondre. Vous allez recevoir par email non seulement le lien sur le Padlet, où vous pourrez aussi en rajouter. Vous pourrez voir aussi les réponses aux questions qui auront déjà été faites. Et vous pourrez aussi nous mettre vos besoins, parce que je pense que c'est très intéressant et important pour nous de faire des prochaines manifestations qui répondent à vos besoins en termes d'approfondissement de thématiques. Par exemple, dans le cadre du webinaire qu'on a mis en place avec le réseau qualité en formation continue en février, je crois, c'était la question de la gestion du risque qui avait été approfondie. Donc voilà, ça peut être des exemples aussi de thématiques qui sont importantes pour vous. Donc n'hésitez pas à les documenter, à les mettre dans ce Padlet. Et vous recevrez également une enquête de satisfaction pour voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut toujours s'améliorer. Autrement, est-ce que quelqu'un aimerait encore faire un commentaire particulier ? Ouli, je te passe la parole. Volontiers, merci beaucoup. J'aimerais dire deux choses encore. J'ai vu qu'il y avait encore des questions sur la gestion des risques. Là, on avait déjà un séminaire, un webinaire sur ce sujet. Il y a aussi des enregistrements, aussi sur les instruments, si vous êtes intéressé aux instruments. Ça peut être intéressant. On va vous mettre le lien sur le site du RQFA où il y a la vidéo du webinaire qui est à disposition. Très bien. Et juste vite encore sur les heures
d'apprentissage ou bien qu'on doit calculer pour les heures synchrones et asynchrones. Ce qui est important, on parle plus de heures de cours ou bien d'heures de présentiel, parce qu'il n'y a pas cette séparation entre présentiel et en ligne. Il n'y a plus. On parle des heures de contact qui sont synchrones. Il y a des heures asynchrones. Là aussi, les LMS comptent naturellement. Si les formes qu'on a, les devoirs ou bien les formes d'apprentissage, les groupes de travail ou bien ce qu'on a, sont organisés et prescrits pour tout le monde asynchrone, là, on compte 100%. Et tout le reste du temps d'apprentissage individuel, où il n'y a pas de prescription, pas d'organisation de part de l'organisation de l'offre, voilà, là, on compte la moitié, 50%. Mais je vous propose vraiment d'aller voir l'exemple qu'on a. Sinon, pour moi, c'était très important, très intéressant, les questions aussi critiques. Je vais répondre encore sur la dernière question qui était faite, quel sens on a pour faire Eduqua si on a des participantes d'autres pays. Ça, c'est aussi important. On a des offres en ligne, ça veut augmenter encore. Et c'est clair qu'on a de plus en plus aussi des participantes et participants d'autres pays. Mais je crois, si vous avez le label Eduqua, là, vous pouvez montrer votre qualité. C'est vraiment un certificat, c'est un certificat des revendications fondamentales en matière de qualité pour l'institution et des offres. Et ça peut être important aussi pour tout le monde dans d'autres pays. Vous êtes ici, peut-être votre siège est là, ou bien le lieu de la production de la formation est en Suisse, alors c'est un label suisse, mais avec ce label, vous pouvez prouver, montrer votre système de qualité pour tout le monde, si vous voulez, dans tout le monde. Voilà, ça encore, pour finir. Merci beaucoup pour les questions et pour les contributions de votre part. Merci beaucoup, Uli. Est-ce que quelqu'un veut encore rajouter quelque chose? J'avais peut-être un petit élément aussi, parce que vous parlez justement de ces heures de travail libre. C'est vrai que nous, on a un brevet fédéral, mais on a aussi d'autres cursus. On avait estimé un temps le temps de préparation des examens pour un des cursus. On a vu que voilà, déjà dans le temps, je dirais, demander, c'est des fois dur d'estimer le temps réel que ça va prendre à l'un et à l'autre, sauf si c'est par exemple une vidéo à regarder, où là, évidemment, c'est assez circonscrit. Du coup, comment est-ce que vous estimez le temps de travail libre, je dirais même surtout non prescrit, puisqu'on voit que c'est vraiment quelque chose qui varie énormément après d'une personne à l'autre, selon ses manques, je dirais, à combler, selon son niveau de conscience, etc. Oui, je comprends très bien cette question. Ça sera toujours très individuel, parce que c'est le temps libre, c'est vraiment le temps d'apprentissage individuel. Mais dans vos conceptions, dans vos concepts de formation continue, vous pouvez vous estimer un peu ce qui sera en moyenne, hein, le temps nécessaire de travail libre pour bien faire cette formation, suivre la formation et atteindre les objectifs. Mais ça sera quand même très individuel. Mais je pense que vous pouvez mettre un chiffre dans les conceptions ou bien dans les planifications d'une formation, d'un cours, d'une citation de formation. Et là, c'est une orientation, hein, pour tout le monde, pour les participantes, mais aussi pour vous et les formateurs, formatrices. Merci, Uli. Donc, en tout cas, je vous remercie, Uli, Solange, Madame Elfimi, d'avoir participé de nouveau à ce webinaire. Donc, nous aussi, on est dans un processus, hein.
C'est un processus d'information, un processus aussi de réponse à vos questions. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à utiliser le Padlet. Hein, je le redis, j'ai dû lire 10 fois, mais c'est pas grave. Parce que vraiment, c'est aussi, je pense, important aussi tant de documenter les questions que aussi de répondre à vos besoins. Donc, vous allez recevoir ça dans le courant de la semaine et vous pourrez comme ça aussi continuer votre réflexion. En tout cas, je vous souhaite aussi une bonne fin de journée et j'espère vous revoir une fois en présentiel pour continuer ces échanges dans le cadre d'Educa ou dans d'autres thématiques. Je vous souhaite bon appétit aussi et puis bonne continuation.